Bonjour à toutes et tous, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Je suis avec Annick Girardin, ministre en charge de l'Outre-mer, et on est ici au sein de ce ministère de la Santé pour pouvoir répondre pendant quelques minutes aux questions que vous pouvez vous poser s'agissant de l'épisode épidémique de coronavirus, notamment sur les questions concernant les territoires d'Outre-mer. Eh bien, bonjour à tous, et je vais donc prendre la première question, Monsieur le ministre de la Santé. Cher Olivier, pourquoi ne pas confiner totalement les territoires d'outre-mer et pourquoi ne pas arrêter les transports en commun? C'est une question qui nous est envoyée par Christina et Mathieu. Eh bien, vous dire que, bien sûr, la priorité pour nous, c'est protéger les territoires et limiter les accès le plus possible. Ça, c'était extrêmement important. C'est le sens des instructions, des textes que l'on a pu prendre. Dans un même temps, il nous faut aussi pouvoir permettre de continuer les liaisons avec les territoires d'outre-mer parce qu'on a besoin de matériel d'urgence, on a besoin de masques, on a besoin de respirateurs, on a besoin de bras pour venir soutenir les territoires d'outre-mer, on a besoin de produits de première nécessité quelquefois. Alors il fallait garder effectivement cette continuité territoriale et en même temps protéger les territoires en limitant le nombre de vols. Et puis vous dire aussi que les territoires d'outre-mer ont des spécificités et que les préfets ont aussi pris des dispositions qui peuvent être différentes selon les différents territoires. Un confinement total était aujourd'hui indispensable et il y a ces possibilités aujourd'hui de travailler avec la métropole quand il y a besoin. Question de Justine Duclos sur Twitter. Y a-t-il des spécificités dans les règles de confinement pour l'outre-mer? Et est-ce vrai que le virus n'aime pas la chaleur? Alors, les spécificités, et Annick Girardin l'a dit, dans le confinement en Outre-mer, c'est que finalement, les règles de confinement généralisées ont été prises sur l'ensemble du territoire, et donc, elles ont été effectives dans les territoires d'Outre-mer avant même que l'épidémie n'ait démarré, avant même que l'épidémie ait fait son apparition. Pour le reste, je crois qu'Annick Girardin a répondu. Le principe, c'est que nous avons les mêmes règles pour tout le territoire métropolitain et l'outre-mer, les mêmes règles de confinement, parce que le confinement, la distanciation sociale, la réduction des activités, le fait de rester chez soi, c'est le paramètre qui permet de freiner l'évolution d'une épidémie, de freiner la transmission d'un virus, et c'est pourquoi ces règles de base très importantes que chacun maintenant a parfaitement appréhendées doivent s'appliquer le temps nécessaire. Ensuite, sur le virus en lui-même, ce coronavirus, on ne sait pas au fond s'il aime ou non la chaleur, mais on a des doutes. On a des doutes parce que l'épidémie, elle frappe des pays chauds. Elle a frappé déjà l'Iran, elle frappe le Brésil. Donc elle frappe des pays où la chaleur est importante dans cette période de l'année. Le virus, il semble aussi apprécier l'humidité. Donc hélas, on a peu d'arguments pour espérer que le virus épargne tel ou tel territoire, en tout cas pas en raison de la chaleur. La seule chose, encore une fois, qui permet d'éviter de se transmettre le virus, c'est le confinement, c'est rester chez soi. Et ce sont les gestes barrières qui sont extrêmement importants. Autre question de nos internautes de Koala. Comment expliquer l'inflation et que faire pour lutter contre la hausse des prix massive constatée dans plusieurs territoires d'outre-mer? Alors cette hausse de prix, elle est constatée pas que dans les territoires d'outre-mer, mais dans les territoires d'outre-mer, on a un outil, ça s'appelle le BQP, le bouclier qualité-prix, qui permet, selon les territoires, d'avoir un nombre de produits qui va de 150 à 250, où on a fixé les prix. Ce sont des produits alimentaires ou encore des produits de première nécessité. Il faut que ces BQP soient tous en application dans les territoires d'outre-mer. Je sais par exemple qu'à La Réunion, il était encore en négociation et j'ai demandé qu'il y ait des contrôles dans l'ensemble des grandes surfaces dans les territoires d'outre-mer, de manière à ce que puissent me remonter des constats effectifs faits par les services de la concurrence et des prix dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. On a un autre outil dans les territoires d'outre-mer, c'est la capacité donnée au préfet de fixer un certain nombre de prix. Personne ne devra se faire de l'argent sur le dos des ultramarins, personne ne peut aujourd'hui exagérer dans les tarifications. Mais nous savons aussi qu'on est dans un contexte international. Prenons un exemple, les oignons à La Réunion, ils sont aujourd'hui à 10 €.
c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas maîtriser. On peut maîtriser de la production locale, on peut faire en sorte de mieux accompagner les producteurs locaux pour que les tarifs restent identiques, voire même puissent baisser. On ne peut pas maîtriser les tarifs extérieurs, si on rajoute en plus bien sûr le transport. L'Inde est touchée par cette épidémie mondiale, elle ferme ses frontières, et bien effectivement, ce qu'on allait chercher en Inde, on va le chercher aujourd'hui en Israël, c'est quand même compliqué là à limiter les prix. Mais sachez que l'ensemble des dispositifs de contrôle sont mis en place et gérés jusqu'à fixer des prix si c'est nécessaire. Question de Anna sur Insta. Je suis aide-soignante et je vis avec mes parents âgés de plus de 60 ans. Faut-il habiter ailleurs? C'est une question qui est compliquée. Les personnes âgées sont les personnes les plus fragiles face au risque d'épidémie. Ce sont les personnes qui ont le plus grand risque de faire des complications liées à l'épidémie. S'il y a du virus qui circule dans l'endroit où vous habitez, Anna, et comme vous êtes en contact avec des personnes qui peuvent être des personnes malades, moi je vous invite à chercher des possibilités de bénéficier d'un logement. Vous êtes aide-soignante, ça veut dire que vous participez à l'effort de guerre contre ce virus. Nous essayons de développer partout des solutions d'hébergement, de transport pour les soignants qui permettent de sauver des vies dans les hôpitaux, dans les EHPAD ou parfois en activité libérale. Donc tout ce qui peut permettre d'accentuer la distanciation, la prise de distance physique avec des personnes qui sont des personnes vulnérables, toutes ces mesures-là doivent être appliquées, les gestes barrières et au moindre doute, ne surtout pas prendre de risques avec vos parents. Alors, question de Luc Boulle sur Facebook. Quelles sont les conditions d'attribution de la prime de 1 000 € annoncée le 1er mars? Alors, il y a plusieurs aides aujourd'hui qui ont été mises en place par le gouvernement pour aider les entreprises dans les différents territoires, enfin au plan national et donc dans les territoires d'outre-mer, puisque toutes les mesures sont applicables en grande partie dans l'ensemble de l'océan Indien, dans les Antilles. Quelques aides peuvent être différentes si on est effectivement dans le Pacifique, puisque la Calédonie et la Polynésie ont leurs propres compétences. Il y a donc un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. Lesquelles? Celles pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a un fonds de solidarité qui a été créé d'1 milliard d'euros et il y a deux types d'aides qui peuvent être données aux entreprises, aux artisans, qui est de 1 500 € dans un premier temps et puis deuxième étage de la fusée, 2 000 €, 1 500 € versés par l'État. Les 2 000 €, eux, sont une prime qui est cofinancée entre les régions et l'État. Et puis peut-être que vous parlez là du 1 000 € pour ceux qui aujourd'hui sont en première ligne au front partout pour lutter contre effectivement ce virus, cette pandémie qui touche notre pays comme l'ensemble des pays européens, comme l'ensemble de la planète. Alors cette prime de 1 000 €, c'est, vous le savez, au moment des Gilets jaunes a été créée, c'est une réponse du gouvernement, la prime de 1 000 €, prime pouvoir d'achat. Et bien aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité d'y ajouter un nouveau 1 000 € dans le contexte de cette crise. Alexandre Smet sur Twitter. La Guyane prévoit un service de réanimation limité à 40 lits. Que se passera-t-il si on sature ce nombre rapidement? Est-il prévu d'augmenter les capacités? Alors, Alexandre, il y a, à l'heure où je parle, sauf erreur de ma part, un patient hospitalisé en réanimation en Guyane. À la base, les réanimations en Guyane sont limitées à 29 lits. Et il y a déjà eu un effort d'organisation, d'augmentation des nombres de lits de réanimation pour porter ce nombre à 40 lits. Il y a, lorsque la vague épidémique monte, un recours à l'hôpital qui est plus important. Et c'est pour ça que les hôpitaux, que les cliniques, tous les établissements de santé sont préparés en métropole comme dans l'ensemble des territoires outre-mer. Si on arrive à une situation de très forte mobilisation des services de réa, on prévoit des dispositifs, lorsque c'est possible, de faire ce qu'on appelle des EVASAN, des évacuations sanitaires vers d'autres types de territoires. En l'occurrence, pour la Guyane, il y a un porte-hélicoptère qui s'appelle le Dixmude, qui va arriver, ou qui est arrivé dans les eaux proches de la Guyane, et qui va permettre de soulager les équipes soignantes à l'hôpital en admettant un certain nombre de malades, pas des malades du Covid pour le coup, des malades qui ne sont pas des malades infectés par le coronavirus, mais de manière à libérer encore davantage de places dans les hôpitaux de Guyane. Le principe est exactement le même, là encore,
qu'en métropole, le même principe que ce qui a été fait dans la région Grand Est, dans la région Île-de-France, dans la région des Hauts-de-France, à savoir qu'on augmente au maximum toutes les capacités d'accueil sur place dans les réanimations, on amène du matériel, on amène des ressources humaines, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, pour pouvoir renforcer les effectifs, on crée des lits de réanimation là où il n'y en avait pas, on mobilise l'ensemble des acteurs du monde de la santé pour être capable de faire face à la vague épidémique lorsqu'elle est là, mais on n'attend pas la vague pour se préparer, c'est pour ça qu'on augmente déjà à 40 lits de réa en Guyane. Alors, question cette fois de Thierry Devix. Est-il possible de solliciter des acteurs industriels locaux pour aider dans la lutte contre l'épidémie, notamment pour la fabrication de masques? Alors, vous dire que dans les territoires d'outre-mer, il y a de nombreuses initiatives. Beaucoup de gens veulent se mobiliser, des entreprises, des citoyens, et c'est pour ça que des plateformes de soutien ont été créées. Un exemple, une entreprise réunionnaise de Rome qui décide effectivement d'utiliser sa matière première pour réaliser du gel. Eh bien, en contact avec un réseau national, le ministère des Outre-mer a permis effectivement d'acheminer les ingrédients chimiques qui ont été nécessaires pour réaliser ce gel à La Réunion. Des gels qui peuvent d'ailleurs du coup produits à La Réunion, être exportés sur Mayotte, et donc on a une solution qui se fait dans le bassin océan Indien. Ce sont des initiatives, des projets qui sont portés, et c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse apporter aussi des réponses. Nous sommes résilients dans les territoires ultramarins, on doit davantage effectivement se mobiliser. Sur la question des masques, avec la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, on a mis en contact des entreprises des territoires d'outre-mer, Réunion, Martinique, avec des entreprises métropolitaines qui ont travaillé sur certains process, et j'espère qu'on pourra produire des masques dans les territoires ultramarins. Il y a des initiatives, il faut les soutenir. Les préfets dans les territoires sont à la recherche de ces initiatives, et nous serons à leur côté pour faire que des réponses locales puissent être apportées, que cette solidarité qui existe aujourd'hui dans l'Hexagone existe aussi dans les territoires d'outre-mer. Question de Madame Marie sur Twitter. Quel sera le rôle des porte-hélicoptères Dixmude qui doit arriver aux Antilles-Guyane et Mistral qui doit arriver à la Réunion Mayotte? Alors je l'ai dit dans la réponse précédente, ce sont des porte-hélicoptères qui pourront dans une certaine mesure accueillir des malades qui ne sont pas atteints du Covid, mais qui pourront donc libérer davantage de places dans les hôpitaux sur place pour être capables d'accueillir des malades. Ils auront d'autres fonctions. Ils auront notamment la possibilité d'organiser des transferts de malades inter-îles, notamment s'agissant du côté de Saint-Barth, où il peut y en avoir, ou Saint-Martin. Et puis, dans le cadre de la Réunion Mayotte, le Mistral sera accompagné de la frégate Guéprat qui viendra en appui et qui permettront, toutes ces flottes qui viennent en appui, permettront d'avoir aussi un soutien logistique très important, un soutien humain très important, un soutien de transfert très important. Frédéric Félix, sur Facebook, vous nous posez une question. Pourquoi la quatorzaine nous impose, à ma famille et à moi, de devoir être placé dans un hôtel et ne pas pouvoir rentrer à mon domicile? D'abord, vous dire que nous avons limité les arrivées dans les territoires d'outre-mer pour pouvoir traiter ces arrivées de manière particulière avec une quatorzaine stricte qui est une quatorzaine qui se fait la plupart du temps en structure collective désormais dans un certain nombre de territoires d'outre-mer. Là aussi, les spécificités font que nous trouvons des réponses locales. Pourquoi on le fait? D'abord, il y a encore trop d'arrivées sur les territoires d'outre-mer aujourd'hui. Donc, je voulais le rappeler. On a besoin d'être opérationnel et donc de permettre aux gens très vite à l'arrivée d'être en quatorzaine stricte, en quatorzaine dans des structures collectives, parce que oui, il faut contrôler le développement de l'épidémie dans les territoires d'outre-mer. Nous sommes moins touchés que dans l'Hexagone. Nous avons, pour beaucoup de territoires d'outre-mer, et notamment effectivement aujourd'hui la Réunion ou encore Mayotte ou encore la Guyane, deux territoires sont plus en avance, malheureusement la Martinique et la Guadeloupe qui sont beaucoup plus touchés aujourd'hui. On doit rester sévère sur cet entretien de nos volontés d'avoir du confinement qui soit strict, et c'est ce que nous voulons faire. Et oui, il faut que vous puissiez vous prêter à ce jeu en rentrant avec votre famille dans le territoire d'outre-mer que vous allez rejoindre. Oui, il y aura une quatorzaine stricte. Question de Cécile, au hasard, Facebook. En cas de saturation des services de réanimation dans les territoires d'outre-mer,
est-il envisagé de transférer des patients dans les hôpitaux des pays voisins? Alors j'ai dit tout à l'heure que le soutien, notamment de la marine, mais aussi les hélicoptères, éventuellement des avions, vont permettre d'organiser, si nous arrivons à une situation de saturation des services de réanimation, d'organiser des transferts de malades entre différentes îles. La question de transfert d'évacuation sanitaire vers des pays voisins, elle n'est pas prévue à ce jour. Elle a été possible pour le coup en métropole dans la région Grand Est spécifiquement parce qu'il y avait une route qui permettait d'envoyer des ambulances vers le Luxembourg, la Suisse ou l'Allemagne. C'est plus compliqué dans les Antilles, mais nous sommes en lien permanent, constant avec l'ensemble des pays du monde voisin des territoires ultramarins. J'ai moi-même participé au G7 qui regroupe les ministres de la Santé ce matin, où nous envisageons tous les accords de coopération possibles de manière à être capable de faire face avec le maximum de réactivité aux situations si elles devaient être extrêmement intenses. Dire à nouveau qu'en Outre-mer, nous envoyons du matériel, des respirateurs qui sont arrivés, nous envoyons des masques, nous envoyons du gel hydroalcoolique, nous envoyons aussi des blouses, des surblouses, le matériel de protection. Vous savez que la situation elle est tendue dans le monde entier, que tous les pays du monde cherchent du matériel de protection et que donc nous sommes obligés de faire très attention à la façon dont ce matériel est distribué de manière à protéger celles et ceux qui nous protègent et qui prennent soin de nous lorsque nous sommes malades. Mais il n'empêche que les moyens sont mis à disposition en Outre-mer. Je reçois parfois des interrogations, des questions pour savoir s'il y a suffisamment de réa par rapport à la métropole en Outre-mer. Tous les territoires correspondent à des réalités, des organisations qui leur sont propres. Mais par exemple, une situation que je connais bien, qui est à La Réunion, il y a plus de lits de réanimation par habitant que sur l'ensemble en moyenne sur l'ensemble de la métropole. Donc voilà, tout est mis en œuvre. Encore une fois, les moyens sont à disposition. Alors que les réanimations ne sont pas saturées, on a déjà augmenté ces places-là pour être capable de faire face avec la plus grande réactivité possible si jamais la vague épidémique devait monter dans les territoires ultramarins. Alors, double question de Azra. Alors, un chef d'entreprise qui n'est pas à jour de ses cotisations peut-il bénéficier du fonds de solidarité prévu pour les TPE? Et puis, concernant l'aide de la région Réunion, 50% de TPE n'ont pas de salariés. Pourquoi n'ont-ils pas droit à l'aide? Alors, je me permettrai d'abord de dire que les régions s'impliquent fortement dans les réponses apportées sur le volet économique, les départements sur le volet social, et je veux ici les remercier, comme les mairies avec leur CCAS. Vous savez, c'est tous ensemble qu'on pourra répondre à ce moment difficile de cette crise sanitaire, cette crise économique que nous vivons. Dire aussi qu'en règle générale, une entreprise qui paye ses charges sociales et fiscales participe à la solidarité nationale. Donc c'est celle-ci qui peut faire appel à la solidarité nationale. Je participe à la solidarité en payant effectivement mes charges. Donc quand il y a un moment difficile, eh bien je fais appel à cette solidarité nationale. C'est en règle générale ce qui est établi. J'ai bien compris et je sais pertinemment que dans les territoires d'outre-mer, nous avons des territoires extrêmement fragiles économiquement. La Guyane, avec la crise de 2017 qui l'a frappée, on voit bien que les entreprises avaient déjà souffert en 2017, la difficulté à se relever. Aujourd'hui, certaines, effectivement, sont en difficulté. C'est pour ça que j'ai souhaité que les préfets sur place mettent en place des cellules d'urgence économique et que l'on puisse faire du cas par cas. Même chose à Mayotte. Mayotte sort d'une crise en 2018 qui a été sévère et qui a laissé des traces fortes, notamment dans l'économie. Même chose à La Réunion avec les Gilets jaunes en 2018 qui a frappé fortement La Réunion, ou Saint-Martin après, et Saint-Barth après Yarma. Donc on voit bien qu'on a des contextes particuliers et qu'on va devoir effectivement s'adapter. C'est au local, c'est les préfets avec les chambres consulaires, avec le monde économique qui devront effectivement regarder au cas par cas ces difficultés d'entreprise. Question de Yannick sur Facebook. Comment est-il possible de gérer la crise sanitaire à La Réunion alors qu'il y a l'épidémie de dengue en parallèle? C'est vrai que l'épidémie est en activité à La Réunion, mais aussi à Mayotte. Dans un cas comme dans l'autre, on est à 2000 malades atteints par la dengue. Alors, ce n'est pas du tout le même vecteur, vous le savez. La dengue est transmise par les moustiques, alors que le coronavirus, lui, est transmis d'homme à homme, alors que la dengue, elle, ne se transmet pas d'homme à homme. Il n'empêche que le fait qu'il y ait l'épidémie de dengue, nous l'observons avec énormément d'attention
tous les services d'alerte sanitaire sont en fonctionnement normal dans la cellule du ministère, c'est-à-dire que les équipes qui s'occupent traditionnellement à la Direction générale de la santé de l'épidémie de dengue continuent de le faire, évidemment. Vous dire que les équipes sur le territoire ultramarin, et notamment à La Réunion et à Mayotte, qui sont chargées de faire appliquer les gestes barrières et de les expliquer, sont aussi des équipes qui rappellent les consignes, qui sont des consignes simples, qui doivent être mises en œuvre pour limiter les risques de se faire piquer par un moustique et de se faire transmettre la dengue. Vous les connaissez, ces mesures: éliminer toutes les sources d'eau stagnantes, éliminer les déchets, éviter de faire stagner les déchets, puis se prémunir des piqûres de moustiques par le port de vêtements longs ou l'utilisation de solutions anti-moustiques. On surveille ça à l'échelle de la prévention individuelle et à l'échelle de la prévention collective. Alors, Karine Samina Dapoul nous a posé une question sur les commerces. Pourquoi les commerces sont-ils ouverts le soir? Et elle cite les exemples de pizzeria ou de kebab, alors que l'on doit éviter de sortir. Alors, ça peut vous paraître effectivement être antinomique, sauf que il y a des gens qui aujourd'hui vont travailler et ont besoin, en rentrant le soir, de trouver un commerce, des plats à emporter pour pouvoir effectivement rentrer chez eux avec la possibilité de se nourrir. Je crois qu'on ne pouvait pas complètement tout fermer, c'était évident. Il faut pouvoir s'avitailler, se ravitailler, à la fois pour ceux qui sont confinés, mais aussi pour ceux qui vont travailler et ont besoin d'acheter sur la route ce qui est nécessaire à leur survie. Par contre, il est clair que pour l'ensemble de ces commerces qui sont restés ouverts, il faut que les mesures de distanciation soient bien sûr respectées, que les précautions soient prises par les entreprises pour protéger leurs salariés. Il y a des vérifications en la matière. Il est important effectivement que aussi les gestes barrières soient respectés pendant effectivement ces moments de travail ou ces moments de contact avec la clientèle, et que quelque part nous réussissions à mettre en place des méthodes de travail qui évitent des contacts directs. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des protections maximales en place si l'on veut continuer ces activités. Voilà, on a terminé avec les questions que vous nous aviez posées. On espère y avoir apporté des réponses concrètes. Et Annick, peut-être le mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup pour l'ensemble de ces questions. Sachez que le gouvernement est mobilisé sur les questions ultramarines. Les territoires ultramarins sont aujourd'hui, à la demande du président, à la demande du Premier ministre, les sujets de chacun de nos réunions. Et encore lundi, nous avons une grande réunion interministérielle où elle sera centrée sur les problématiques outre-mer. Le gouvernement est à vos côtés dans ces moments difficiles.